et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou, Studio Tamani, Studio Yafa, tout ça des médias de la Fondation Hirondelle au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Bienvenue dans cette émission, une coproduction de ces trois médias, réalisée ici à Bobo Dioulassou au Burkina Faso. Le thème est Éducation au Sahel, quelle alternative aux menaces? Selon la plateforme de coopération internationale pour le Sahel, Alliance Sahel, au cours des 15 dernières années, l'accès à l'éducation au Sahel a connu des progrès. Le nombre d'inscriptions dans l'enseignement primaire a presque doublé et il a triplé dans l'enseignement secondaire. Néanmoins, aujourd'hui, les multiples crises comme l'insécurité auxquelles font face les pays du Sahel accentuent les défis et mettent en péril les acquis en termes de scolarisation des enfants et des jeunes. De milliers d'écoles sont brûlées et plus de 10 000 sont fermées selon l'UNICEF dans les zones des trois frontières. Alors, comment se présente la situation actuelle des écoles dans le Sahel? Quels sont les défis qui se posent au secteur éducatif dans ce contexte d'insécurité et quelle alternative aux menaces pour assurer un accès universel de l'éducation à tous les enfants du Sahel? À ces questions, il y a bien d'autres. Nous tenterons de trouver réponse au cours des 45 minutes à venir. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir autour de moi M. Paulin Zombré. Paulin Zombré, il est le secrétaire technique à éducation en situation d'urgence. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Thierry Rombois, il est administrateur du programme enfants et adolescents hors école du UNICEF Burkina. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Hector Ardan Ouedrago, il est le président de l'International des parents d'élèves du Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir à vous, madame. Merci à vous d'être venu. Je suis Nafisa Adam Sirfou à la modération. Merci, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous suivre chez vous. La crise sécuritaire qui sévit actuellement au Sahel impacte négativement le secteur éducatif. Plusieurs écoles ont dû être fermées au Burkina Faso, au Niger et au Mali, trois pays en proie à l'insécurité. Alors, dans cette première partie, avant même de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter ce reportage réalisé par nos collègues du studio Yafa au Burkina Faso. Il fait le point sur la situation des écoles fermées actuellement dans le pays. Je vous propose de l'écouter. Ça va? Noufou Ganamé regagne son domicile après une nouvelle journée de cours. Cet élève en classe de terminale est inscrit dans un établissement privé de la ville de Waïguya dans la région du Nord. Il fait partie des près de 2 millions de réfugiés internes enregistrés dans le pays à la date du 1er avril 2022. Les études, là, tantôt, on rencontre des difficultés. Puis c'est ma deuxième fois de faire la terminale, même comme ça. Une fois là, on n'était plus à un moment donné. Ils avaient abandonné l'école à partir sur le site là. Au retour, là, le niveau était perdu, donc ça fait que j'ai repris la classe. Tu étais parti sur le site d'or, pourquoi? Pour question de manque de moyens. Parce que la scolarité n'était pas totalement payée. Le domicile du jeune homme est situé à la sortie ouest de la ville de Waïguya, à 3 km du centre-ville. Il se trouve dans une cour d'environ 150 mètres carrés, modestement construite avec 2 maisonnettes dans le périmètre. À l'angle, une grande tente blanche estampillée HCR rappelle que l'on se trouve dans une concession de personnes en difficulté. C'est en juin 2020 que Noufou a quitté son village à Sibila dans la commune de Ban avec ses parents pour fuir les attaques terroristes quasi quotidiennes. Le village de Noufou n'est pas un cas isolé. Toute la région du Nord enregistre depuis 2016 la fermeture des établissements scolaires. Près de 1000 écoles sont concernées dans la région du Nord, plus de 3600 sur le territoire national. L'État est absent. Quand vous prenez... La situation est plus que préoccupante, alerte Rasmane Bari, chargé des groupes thématiques du Conseil régional des organisations de la société civile du Nord. Quand vous prenez toute la commune de Windigui, il n'y a personne. Une vingtaine de villages, il n'y a personne par exemple dans cette commune-là. Si on trouve quelqu'un là-bas, c'est quelqu'un des groupes armés. Il n'y a pas l'école ailleurs, c'est à Waïgué seulement qu'on peut trouver. À part Waïgué, il faut la Goursi. Vous venez donc d'écouter le cas précis du Burkina Faso, des écoles qui ont été fermées suite à l'insécurité. Alors je commence avec vous, Monsieur Paulin Zombré. Vous êtes le secrétaire technique à l'éducation en situation d'urgence du Burkina Faso. Alors, quelle est votre réaction après écoute?
Bien, il faut vous dire merci madame de nous avoir invités, de nous donner l'opportunité de parler de la situation éducative au Burkina Faso dans cette période difficile que traverse notre pays. Avant donc de dire quelque chose, il faut nous incliner sur la mémoire de tous ceux qui ont sacrifié de leur vie pour que le système éducatif tienne debout. Ce sont les FDS, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les élèves eux-mêmes, les parents d'élèves et tous ceux qui se gravitent autour du système éducatif. Et par rapport à ce que j'ai entendu, il faut dire que la situation évolue très vite sur le terrain. Je peux dire qu'on peut dire déjà que c'est un dossier qui est dépassé parce que par rapport à l'absence de l'État, à l'instant où je parle, ce n'est plus une réalité vers la zone de Waïguia. Justement, comment se présente la situation actuelle aujourd'hui? La situation actuelle, c'est que l'État, à travers les forces de défense et de sécurité, est en train de travailler à reconquérir le territoire. Et beaucoup de communes sont libérées. Et donc, il y a une réinstallation progressive des populations. Et ça doit être accompagné par justement le retour en place du système éducatif. Et je crois que de plus en plus, beaucoup nous harcèlent par rapport au soutien que nous devons apporter pour la mise en place du système. Mais comment se présente aujourd'hui, en termes de chiffres, les écoles fermées pour insécurité ici? Il faut dire que chaque mois, nous élaborons un rapport statistique. Et par exemple, à la fin de l'année scolaire 2023, au 31 mai 2023, nous avions 6149 structures fermées. Cela affectait pratiquement 1 61 680 élèves. Mais au rapport statistique d'octobre, on a 5723 structures qui sont fermées, soit un écart positif donc en termes de réouverture de plus de 426 structures. Et cela est dû aux efforts des autorités, des partenaires? Oui, aux efforts pas des partenaires seulement, je veux dire la reconquête du territoire et la sécurisation des espaces d'éducation est un effort qui a permis aux populations d'être résilientes et de repartir pour s'installer. Et donc, oui. Mais sur les 6 000, 5 000 restent toujours fermés. C'est aussi des défis qui restent à être relevés. Tout à fait, mais comme je l'ai dit, en matière d'éducation en situation d'urgence, les chiffres évoluent très vite. D'accord. Il n'est pas exclu qu'à l'instant T, si je voulais encore revenir, on soit à moins que ça. Merci donc pour ces précisions. Alors, Monsieur Hector Ardan, vous êtes le président de l'International des parents d'élèves au Burkina Faso. Environ 5 000 écoles qui restent toujours fermées ici au Burkina pour insécurité. Face donc à ces cas alarmants, ce sont des vrais enjeux spécifiques qui sont liés à cette question d'éducation aujourd'hui. Oui, je vous remercie, Madame Nafissa Adama. Merci. Adamou qui nous recevait donc sur ce plateau éducation, Yafa Abobo Dioulasso. Je voudrais, à la suite donc de M. Zombré, vous remercier pour le travail d'information et de sensibilisation que vous faites en faveur donc des 3 pays, des habitants donc des 3 pays, le Burkina, le Mali et puis le Niger. Et je voudrais aussi joindre ma voix à la sienne pour encourager nos forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable qu'ils font sur le terrain en vue donc de la reconquête donc de notre territoire. Pour répondre à votre question, je vous dirais tout simplement que aucun parent ne peut se satisfaire d'une école fermée. Aucun parent. Et lorsque l'on regarde la situation qui prévaut actuellement au niveau donc de notre pays, elle n'est pas du tout rose. Mais elle n'est pas non plus noire ou sombre. Et je voudrais donc dire que à la date d'aujourd'hui, avec les chiffres qui ont été donnés par le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, nous avons donc plus de 5000 structures éducatives qui sont fermées donc, au Burkina Faso, ce qui représente donc près de 22% sur le plan donc des statistiques et ce n'est pas du tout reluisant.
donc notre souhait, en notre qualité de parents, d'élèves et d'étudiants, dont le rôle fondamental est de travailler à la formation, à l'instruction et à l'éducation des enfants, et de faire en sorte avec les autorités publiques pour que le travail de reconquête donc qui est engagé depuis donc de nombreuses années, que cela donc soit une réalité afin que les apprenantes et les apprenants puissent retourner à l'école, parce que vous n'ignorez pas que comme on le dit, une école qui est fermée, c'est donc une prison également, donc qui est ouverte pour les apprenantes et pour les apprenants, et cela n'est pas du tout intéressant. Et justement, on sait que ces conflits armés présentent de nombreux obstacles, même à l'apprentissage. Selon vous, quelles peuvent être aujourd'hui les conséquences même sur ces enfants? Les conséquences sur ces enfants, ce sont des conséquences dramatiques. Un enfant ou des enfants qui étaient admis à l'école et qui ne vont plus à l'école. Mais ce sont des proies faciles pour les djihadistes, ce sont des proies faciles pour les terroristes. Et évidemment, ce sont des enfants qui peuvent facilement être enrôlés et devenir, se retourner, bien évidemment, contre les populations, contre leurs familles, d'où ils sont issus. Et cela n'est pas du tout intéressant. Et lorsque l'on regarde les statistiques avec les filles qui ne vont plus à l'école aujourd'hui, mais vous voyez, ce sont des filles qui sont versées donc dans la prostitution, et cela n'est pas du tout intéressant pour un parent qui met au monde un enfant et qui avait aspire vraiment à une éducation de qualité. Absolument, absolument. Et donc notre rôle, c'est de travailler afin que les pouvoirs publics, en collaboration avec nos partenaires techniques et financiers, puissent travailler à la reconquête du territoire pour que les structures éducatives qui sont fermées aujourd'hui... Oui, nous allons venir concrètement sur ce que vous faites au niveau de votre structure. Alors, monsieur Thierry Romba, vous êtes l'administrateur du programme Enfants et Adolescents hors école de l'UNICEF Burkina Faso. Aujourd'hui, la situation n'est pas reluisante selon le parent d'élève. Vous, au niveau de votre structure, comment vous abordez cette question? Je vous remercie. Bon, l'UNICEF est en partenariat avec, accompagne la politique éducative du ministère de l'Éducation, et ce serait un truisme de dire que la crise a un impact sur le système éducatif. Tout de suite, monsieur le secrétaire technique avait déjà mentionné le nombre de 5000, plus de 5000 structures éducatives fermées, mais il faut aussi même voir l'évolution des indicateurs. Parce que si on se réfère aux annuaires statistiques du ministère de l'Éducation, le taux brut de scolarisation depuis 2018 a subi une perte de près de 20%. Ici, au Burkina Faso. En 2018, on était à 90,7% de taux de brut de scolarisation suite aux efforts du plan décennal d'éducation. Aujourd'hui, selon le même annuaire statistique qui émane du ministère de l'Éducation, nous sommes à 74% de taux brut de scolarisation. Ce qui fait cela sous-entend ce qui traduit un fort impact de la crise sur le système éducatif. Et quand on prend encore des régions comme la zone du Sahel, de 54%, nous sommes aujourd'hui à 17%. Donc, il faut réellement accompagner le ministère pour relever ce défi auquel fait face le système éducatif. Et en ce domaine, nous accompagnons le ministère à travers plusieurs programmes tels que l'éducation par la radio, qui nous a permis en 2023 de toucher près de 480 000 enfants, et dont 455 000 enfants des communautés déplacées. Oui. Voilà. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'élèves qui ne partent plus à l'école à cause des écoles qui ont été fermées pour insécurité. On peut dire aujourd'hui que c'est le droit à l'éducation qui est mis en jeu. Qu'en dites-vous? Ça, c'est sûr. Oui. Parce que c'est un droit comme tous les autres, un droit fondamental. Ne pas aller à l'école, ne pas recevoir une éducation de la part de l'État, je crois que c'est assez gravissime. Et c'est un des, comment dirais-je,
un des objectifs de l'UNICEF que de travailler à ce que chaque enfant bénéficie du droit à l'éducation. D'ailleurs, c'est pour ça que nous soutenons le ministère à travers plusieurs programmes tels que je venais de le décliner. Mais également, bon, j'avais cité le programme d'éducation par la radio, mais évidemment, actuellement, nous avons un fort... Comment ça se présente ce programme? En quoi ça consiste? Oui, en fait, au début, c'était un programme en vue de maintenir une routine éducative pour les personnes, les enfants des communautés déplacées. Parce que quand ils font un certain temps hors de l'école, il y a une certaine routine qui se perd. Mais aujourd'hui, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, nous sommes en train d'établir un plan, un programme. Et qu'est-ce qui se passe? On diffuse à travers certaines radios des programmes déjà enregistrés. Des radios communautaires. Des radios communautaires. Et sur le terrain, nous avons des relais éducatifs, des communautaires qui réunissent les enfants pour les encadrer au suivi, etc. Évidemment, la formule demande beaucoup de travail et beaucoup de concertation. Et comme l'UNICEF est le lead du cluster éducation qui regroupe les partenaires intervenant dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence, en collaboration avec le ministère, nous sommes en train de donner une forme beaucoup plus légale, une forme beaucoup plus formalisée à cette forme d'éducation. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Paulin Zombré, aujourd'hui, on peut parler d'une zone la plus touchée, peut-être, ici au Burkina? Mais oui, il faut dire que quand on dit zone la plus touchée, de nos jours, nous avons un peu de réserve. Parce que qu'est-ce qu'on appelle touché? Il y a des zones où les actions terroristes sont fortes et donc c'est une zone touchée et malheureusement on s'en tient à ça souvent. Or, et lorsque ces actes sont posés, les autres zones qui sont entre griffes moins touchées reçoivent l'impact et reçoivent du moins l'affluence des personnes qui ont quitté les zones affectées vers des zones un peu plus stables. Ce qui donne un double impact parce que là-bas, la sous-population scolaire est très très ressentie. Et donc pratiquement on est au même niveau. Il y a des zones désertées, il y a des zones d'accueil et on a les mêmes problèmes. Mais est-ce qu'il y a des obstacles spécifiques auxquels vous faites face dans ce processus de voir vraiment toutes ces écoles réouvertes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des obstacles aujourd'hui? Il y a des obstacles évidemment parce qu'il y a des infrastructures qu'il faut apporter urgemment dans ces espaces parce que généralement c'était des infrastructures scolaires fixes. Et lorsque les élèves partent, on n'amène pas les infrastructures là où ils vont. Donc du coup, il faut donc pourvoir à leurs besoins infrastructurels dans les espaces d'accueil. Et ce qui est une gageure parce que les moyens ne suivent pas forcément. Et aujourd'hui, il nous faut donc compter, en plus de l'appui de l'État qui est tous les jours sollicité, il faut compter sur le soutien des partenaires, comme le disait mon frère de l'UNICEF, et d'autres partenaires pour qu'on puisse avoir des espaces temporaires d'apprentissage pour véritablement résoudre le problème. Alors, M. Hector, rapidement, en quelques minutes, que fait donc votre association pour voir vraiment toutes ces écoles réouvertes aujourd'hui au Burkina Faso? Alors, je vous remercie, madame. Comme je vous le disais tantôt, au niveau de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du post-primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina Faso, nous travaillons bien évidemment avec nos autorités donc, du ministère de l'Éducation nationale pour trouver des solutions idoines qui permettent donc la prise en charge donc, de nos apprenantes et de nos apprenants. Que faisons-nous concrètement? Nous assurons une fonction de veille, de prospective et de communication dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence et nous faisons beaucoup de plaidoyer auprès des partenaires pour la mobilisation donc, des ressources au profit de l'éducation en situation d'urgence. Nous initions des partenariats avec des acteurs publics et privés pour l'éducation en situation d'urgence, mais également nous accompagnons et apportons une assistance au personnel de l'éducation en situation d'urgence. Et enfin, nous travaillons à développer
et surtout à mettre en place une chaîne de solidarité entre les élèves et les étudiants en situation d'urgence et contribuer aussi aux campagnes d'information et de sensibilisation contre l'extrémisme violent. Et à la date d'aujourd'hui, on peut dire que cela a commencé à porter ses fruits? À la date d'aujourd'hui, on peut dire que cela a commencé ses fruits. Nous en avons pour preuve ce que le ST-ESU disait tantôt. À fin mai, on était donc à plus de 6000 et quelques structures éducatives qui sont fermées. À fin octobre, on est à 5723 structures. Donc, il y a un travail remarquable qui est fait, que nous saluons avec beaucoup de force. Merci donc pour toutes ces précisions. Aujourd'hui, au Burkina Faso, de 6000 écoles, d'environ 6000 écoles fermées, plus de 5000 restent encore fermées aujourd'hui. Les défis restent vraiment énormes. Au Niger également, des milliers d'écoles ont été forcées de fermer, d'autres à brûler suite aux actions des groupes armés non étatiques qui sèment la psychose au sein de la population. Une situation qui a provoqué d'importants mouvements de population et le décrochage scolaire de nombreux élèves obligés de fuir leur village avec leurs parents. Cependant, plusieurs de ces enfants ont pu être réinscrits dans des localités d'accueil. Pour illustrer cet état de fait, suivons ce reportage réalisé à Torodi vers la frontière du Burkina Faso, dans la zone des 3 frontières. Un reportage réalisé par le studio Kalangu. Soraya, 9 ans, est toute contente et motivée d'apprendre à lire et à compter. Elle retrouve peu à peu son droit à l'éducation, dont elle a été privée l'année dernière après l'attaque des groupes armés non étatiques dans son village, Bosei Bongo, région de Tilaberi, où son école a été brûlée. Aujourd'hui, c'est l'école centre de Torodi qui accueille la jeune fille et plusieurs autres enfants originaires de Bosei Bongo. C'est là-bas qu'ils se sont installés avec leurs parents. Notre école a été brûlée. Nous avons fui le village avec mes parents pour venir ici à Torodi. J'ai été réinscrite ici à l'école centre et je suis en classe de CE1. Ça va, j'arrive à étudier et je suis contente. Oumulher Souley est l'enseignante de Soraya. Elle témoigne qu'au centre de Torodi, c'est très difficile de faire une différence entre les enfants des déplacés et ceux des autochtones. Elle ajoute que dans sa classe, le CE1, les enfants des déplacés s'adaptent bien aux cours malgré le traumatisme vécu dans leur village. J'ai plusieurs élèves déplacés dans ma classe. La majorité comprend bien les cours. Les autres ont toujours des traumatismes de ce qu'ils ont vécu dans leur village. Mais Dieu merci, certains comprennent bien. À titre d'exemple, Soraya est parmi les meilleurs élèves de la classe. Et j'en appelle aux parents d'élèves déplacés de réinscrire leurs enfants dans les localités où ils se sont réfugiés. Ce reportage donc retrace la situation qui prévaut au Niger. Des élèves contraints de se déplacer avec leurs parents dans d'autres localités ont pu être réinscrits dans ces localités d'accueil. Alors, monsieur Paulin, comment vous appréciez cette initiative, si je peux le dire? Il faut d'abord féliciter les parents qui, malgré la situation difficile, ont déjà intégré en eux-mêmes l'obligation scolaire qui est faite par la loi de scolariser les enfants. Et le fait, malgré la situation, de ne pas s'y dérober est un effort de résilience qu'il faut saluer. Et donc, surtout, la jeune fille, je vous disais qu'au Burkina Faso, il y a eu un moment où la préoccupation, c'était de scolariser, en fait, de sensibiliser pour la scolarisation massive des filles. Et aujourd'hui, ce n'est plus une réalité. Le défi, c'est de scolariser la fille, d'accord, mais c'est surtout de la maintenir à l'école actuellement, tellement la parité est observée. Mais ici au Burkina Faso, aujourd'hui, que deviennent même les élèves dont les écoles ont été fermées pour insécurité? C'est exactement la même philosophie ou le même chemin emprunté par ceux du Niger. Partout, comme je le disais, les parents se sont déplacés dans des espaces un peu plus stables, mais ont tenu à scolariser toujours les enfants. Il se pose donc le problème de l'espace d'accueil. Dans les écoles déjà peuplées, là où ils sont arrivés, il fallait tout de même leur donner la priorité. Et le ministre avait instruit par une note d'accepter tous les enfants, et telle que soit la situation. Ce qui fait que nous avons l'inscription obligatoire de ces enfants
déplacés internes dans les établissements. Et je vous donne l'exemple de la zone de Pau, au Burkina Faso, où c'est un peu plus stable en termes de sécurité. Il n'y a pas une seule école de Pau A, B, C, D, où je suis allé moi-même toucher du doigt la réalité. Une seule classe à moins de 125 élèves. Et ces classes accueillent aussi ces enfants déplacés aujourd'hui? Tout à fait. À Kaya, par exemple, dont je parle, où je me suis déplacé, là-bas aussi, c'est une forte pression due à la présence de ces enfants déplacés internes. Et la classe, par exemple, de CP1 dans une école dénommée communale E, on a 220 élèves au CP1. C'est à saluer, mais aujourd'hui, sur le terrain, avec votre constat, comment est l'inclusion entre ces deux parties? Bon, il faut dire que lorsqu'un enfant est dépaysé, lorsqu'il se déplace d'une zone A à une zone B, même en situation ordinaire, c'est pas simple, il doit s'intégrer, c'est pas facile pour eux, aussi bien pour les parents que les enfants. Donc l'inclusion, l'enfant est un Burkinabé, il est accepté partout en tant que citoyen burkinabé, il n'y a pas de problème particulier en termes d'inclusion. Le problème, c'est plutôt les mécanismes d'insertion avec les problèmes d'espace, de moyens à mettre en place pour les accueillir. C'est tout ça qui est l'État est là-dessus aujourd'hui? Nous sommes même là-dessus, grâce au soutien vraiment indéfectible de nos partenaires. Nous sommes là-dessus et nous essayons de pourvoir à tous ces besoins fondamentaux pour réussir une éducation de quantité mais de qualité aussi. Et donc ça fait qu'il n'y a pas de problème particulier en termes d'inclusion. D'accord. Il n'y a pas de problème particulier. Alors monsieur Thierry Romba, je rappelle que vous êtes l'administrateur du programme enfants et adolescents hors école à UNICEF Burkina. De nombreux élèves des élèves déplacés ont été réinscrits dans des localités d'accueil, que ce soit au Niger ou au Burkina Faso. Comment vous intervenez dans ce processus aujourd'hui? Oui, merci bien. Comme vous le dites si bien, le Niger, le Burkina, le Mali, ce sont les mêmes réalités que nous partageons. Bien avant la crise, ce sont des systèmes éducatifs qui ont été un peu malmenés par qui a présenté des indicateurs un peu en deçà voilà. Il se trouve qu'aujourd'hui, aussi bien dans l'espace du Niger que du Burkina, nous soutenons la réinstallation de ces populations, mais également les besoins en éducation. Nous soutenons le ministère de l'Éducation à travers la construction des espaces temporaires d'apprentissage, les équipements des classes temporaires, la formation des enseignants, mais surtout, étant donné qu'il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent et qui n'ont pas été inscrits à l'école, il faut offrir aux communautés des perspectives, des possibilités d'alternatives éducatives. Et c'est dans ce cadre que nous faisons avec le ministère, en collaboration bien sûr avec le ministère et des ONG locales, de l'éducation accélérée qui permet en 9 mois, par exemple, de faire le programme du CP1, du CP2 et du CE1 pour des enfants de 9 à 12 ans. C'est aussi présent au Burkina qu'au Niger, comme au Mali. Comme au Mali également. Voilà. Nous adressons surtout un problème qui est très présent dans cet espace, la question des foyers coraniques. Dans aucun de ces 3 pays, les foyers coraniques ne sont intégrés au système éducatif, alors que nous savons quel est l'attachement culturel des communautés à cette forme d'éducation. C'est ainsi qu'en collaboration avec le ministère et beaucoup de partenaires, en l'occurrence l'Union européenne, nous avons déroulé depuis quelques années l'implémentation de centres de scolarisation accélérée dans les foyers coraniques. Et ça marche aujourd'hui. Et ça marche. Et vraiment, c'est de bonnes perspectives, parce que quand vous voyez dans ces centres, même le maître coranique s'assoit avec ses élèves pour apprendre à lire et à écrire, tellement ils ont aujourd'hui compris l'importance de cette école sur le plan social. Et aussi, nous pouvons dire que l'UNICEF a soutenu le renforcement des plateaux techniques de 112 centres d'éducation de base non formels. Ce sont des centres qui allient à la fois l'alphabétisation et la formation professionnelle. Voilà, pour des enfants d'un certain âge. Et nous avons surtout, pour ces 112, adressé les 5 régions à fort défi sécuritaire, que sont le Sahel, l'Est, la boucle du Mouhoun, le centre-nord, etc. Alors, Monsieur Hector Ardan, de l'International des parents d'élèves, se sont
des efforts qui sont fournis, que ce soit au niveau de l'UNICEF, de l'État, pour pouvoir vraiment voir tous ces enfants déplacés, réintégrés dans une société, avoir une éducation de qualité. Comment vous percevez cela? Vous savez, le monde est devenu un village planétaire et l'éducation est le socle de développement de tout pays. Et Victor Hugo l'a dit dans une de ses citations, l'éducation c'est la famille qui la donne, l'instruction c'est l'État qui la doit. Et aujourd'hui, nous pouvons donc dire que nous saluons les efforts qui sont faits par les pouvoirs publics pour que les élèves déplacés internes retrouvent donc le chemin de l'école. Et nous saluons tout ce qui se passe au niveau donc de la zone des 3 frontières que sont donc le Burkina, le Mali et puis le Niger. Je voudrais aussi rappeler que un travail remarquable est fait pour que les apprenantes et les apprenants vraiment puissent retourner à l'école. Je voudrais aussi relever le fait que, vous voyez, il y a de cela juste 2 jours, parlant toujours de l'insécurité donc, au Burkina, et plus, vous savez que sur les 13 régions, il y a 11 qui sont fortement impactées, ce que l'on appelle les régions à fort défi sécuritaire. Alors, mais il faut noter que au niveau donc du centre et du plateau central, on enregistre beaucoup d'élèves déplacés internes également, ce qui veut dire que ces régions-là sont également impactées, sont touchées. Alors, du côté de Nouna, j'ai relevé ceci, des élèves déplacés obligés d'abandonner l'école. Je pourrais partager donc cet élément qui est paru donc dans l'observateur PALGA en date du 21 novembre donc de ce mois, où des élèves ont été obligés donc d'abandonner l'école sous la menace donc des terroristes et regagner donc leur domicile. Alors, merci donc à vous. Nous entamons notre dernière partie de ce débat. Malgré les défis sécuritaires de l'éducation dans nos pays du Sahel, les efforts sont entrepris de chaque pays pour renforcer le système éducatif, suivant le cas précis au Mali. Studio Tamani a initié un programme dénommé École à la radio. On avait commencé à travailler sur ce dossier suite à la fermeture des écoles dans beaucoup de localités. On s'était focalisé sur la région de Mopti. Entre-temps, il y a eu la Covid. Et là, on a compris qu'il y avait 600 écoles en son temps. C'était déjà en 2019, non fonctionnelles. Ça a vraiment choqué la Fondation Hirondelle qui a essayé avec ses partenaires de donner une réponse à la fermeture des écoles. Donc, on avait 120 capsules qu'on diffusait 1 heure par jour, de 25 minutes. Studio Tamani diffusait 2 capsules par jour, lecture, écriture et calcul. Alors, monsieur Hector Ardan, comment vous appréciez ces efforts du studio Tamani aujourd'hui dans ce contexte? Non, mais nous saluons à leur juste valeur tous les efforts qui sont faits dans le but donc de ramener les élèves qui sont donc en dehors donc, du système éducatif. Et nous jouons notre rôle de parents, d'élèves et d'étudiants qui consiste donc à faire en sorte que avec les pouvoirs publics pour que le travail vraiment de réinsertion se fasse vraiment au mieux, parce que quand on regarde effectivement le taux de décrochage et de déperdition scolaire, c'est assez alarmiste. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des alternatives plus efficaces à suivre pour permettre à tous les élèves de poursuivre leurs études dans les zones concernées? Est-ce qu'il y a des alternatives efficaces? Oui, les alternatives, l'UNICEF et puis d'autres partenaires techniques l'ont relevé tantôt. L'enseignement donc par la radio, le programme donc les programmes d'éducation qui ont été donc synthétisés pour permettre donc aux élèves déplacés internes de pouvoir donc poursuivre leur cursus. Et nous travaillons aussi à faire en sorte que dans les curricula, certains programmes effectivement puissent être pris en compte pour la poursuite donc de l'éducation. Mais quelles peuvent être aujourd'hui leurs limites? Est-ce que
Il est évident que pour une année scolaire donnée, il y a un certain nombre de mois, il y a un certain nombre d'heures, d'accord, qui sont donc obligatoires pour les élèves qui sont inscrits. À partir du moment où cela n'est pas respecté, le niveau d'éducation le niveau de formation est très en dessous de la moyenne. Mais on salue les efforts qui sont faits par les pouvoirs publics, mais notre souhait est de faire en sorte pour que les élèves qui souffrent aujourd'hui donc de ne pas pouvoir aller à l'école, avec les structures éducatives qui sont fermées, pour que vraiment cela soit un souvenir vraiment lointain, pour que vraiment chaque élève dont le droit à l'éducation est fondamental puisse réellement en jouir pleinement et entièrement. Monsieur Poné Zombré, aujourd'hui, comment renforcer l'éducation dans nos pays du Sahel, que ce soit le Niger, le Mali, le Burkina, où ce sont les mêmes réalités? Comment renforcer ce système? Oui, merci madame. Pour renforcer le système, il faut qu'on ait un autre regard sur le système en situation de crise. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'on a toujours décrié que nos systèmes sont inadaptés à l'évolution du monde actuel, qui exige que l'apprenant puisse, à la sortie du système, pouvoir se prendre en charge. Et donc, notre système étant inadapté, il faut donc travailler en situation de crise pour éviter que l'enfant qui va sortir du système soit encore un problème pour le même système qu'il a produit demain. Il faut réorienter, repenser le système éducatif. Et actuellement, avec le soutien des partenaires, on est en train de relire les curricula de l'éducation pour d'abord permettre à l'enfant même de comprendre la situation de crise dans laquelle il vit, qu'il puisse comprendre les enjeux, surtout parce que, comme disait M. Hector, quand on veut s'attaquer à un pays durablement, il faut s'attaquer simplement au système éducatif. C'est pourquoi l'exemple qu'il a donné par rapport à Nouna ne nous surprend pas, parce que ceux qui nous attaquent veulent nous abattre. Et peut-être un mot à l'endroit de toute la population, vraiment pour une meilleure inclusion des enfants déplacés et des enfants autochtones. Mais oui, mais c'est de dire d'abord merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution, surtout aux professionnels du système éducatif. Parce que vous savez qu'en temps de paix, il y avait des orientations qui avaient été données pour la qualité de l'éducation. Par exemple, on avait donné un nombre maximal d'élèves à avoir par classe. Et donc, certains ont voulu s'en tenir à ça pour dire qu'ils ne vont pas accepter d'autres élèves au-dessus parce que ça va affecter justement la qualité du système. Mais je crois qu'avec la sensibilisation et le rappel de l'obligation scolaire, ils ont accepté donc de recevoir ces enfants, même au-dessus des effectifs normaux. Et à partir de ce moment, on a ce qu'on appelle une formation qu'on doit même donner à ces mêmes enseignants pour d'abord leur permettre justement de s'adapter à la situation et de continuer à donner une éducation de qualité. Et plusieurs stratégies ont été élaborées dans ce sens. Monsieur Thierry Romba de l'UNICEF, peut-être un dernier mot à l'endroit de tous pour vraiment améliorer cette question de l'éducation, que ce soit pour les enfants et pour tous les enfants même déplacés et pour tous les enfants en tant que tels. Oui, merci bien. À Wayugia, en 2020, lors d'une rencontre, il y a une personne âgée qui a dit ces mots. Si nous ne nous occupons pas de ces enfants, ils vont s'occuper de nous plus tard. C'est vraiment important. Si nous renonçons à prendre en charge l'ensemble de ces enfants qui se retrouvent hors école ou dont l'éducation est impactée par la crise, nous en paierons le prix au plus fort. C'est pourquoi je tiens à louer également l'effort du ministère de l'Éducation nationale au Burkina Faso, qui a institué un secrétariat technique. Voilà, pour s'occuper de la question, afin de relever tous les défis. Parce que quand on prend par exemple le taux d'achèvement dans la région du Sahel est passé de 43 à 17% en l'espace de 5 ans. C'est-à-dire qu'un enfant sur 100 enfants qui rentrent à l'école,
17 arrivent jusqu'au CM2. L'impact est grand et je crois que le défi est tel que nous devons le relever. Et évidemment, on ne peut pas avoir un système éducatif dans une société qui n'est pas en paix. C'est pourquoi l'UNICEF, en collaboration avec le Mali, par exemple, est en train d'écrire, dans le cadre du Peace Building Fund, un fonds dédié à la paix, quelque chose, un programme pour adresser ces problèmes aussi. Le temps est contre nous rapidement. Un dernier mot, monsieur Hector. Oui. Madame, je dirais tout simplement que nous devons avoir un sens élevé du patriotisme et mutualiser nos efforts afin que les spécialistes que sont les sociologues, les historiens, les psychologues, les anthropologues et que sais-je encore, travailler donc à faire en sorte pour que vraiment l'objectif poursuivi, à savoir l'éducation de grande qualité pour tous les apprenants et toutes les apprenantes soit une réalité dans ces temps que l'on dit ultérieur. Merci à vous. Vous vouliez dire rapidement, le temps, on est à la fin. Un dernier mot, je m'en voudrais, n'est-ce pas, de quitter sans pouvoir remercier les professionnels de l'éducation pour leur effort, les partenaires du système, les partenaires sociaux du système éducatif, mais surtout des organisations internationales et nationales comme l'UNICEF, Save the Children, LuxDev, la coopération luxembourgeoise pour le développement, des partenaires comme PIDTR, Parité et Plan International, la Banque mondiale et je n'en cite pas plus, pour véritablement dire que leur soutien permet à l'État de réussir la mission qui lui est dévolue. Merci bien donc, chers invités. À travers les interventions de nos invités, nous comprenons aisément que l'éducation est un droit pour chaque enfant, même en situation d'insécurité. Chaque enfant a droit à une éducation de qualité et selon le représentant de l'UNICEF, dans ces termes, si nous ne nous occupons pas des enfants aujourd'hui, ces enfants hors école, nous en paierons le prix fort. Alors à toute la population, à toute la communauté de s'impliquer pour vraiment assurer une meilleure qualité de l'éducation à ces enfants pour qu'on arrive aujourd'hui à zéro école fermée dans ces zones en proie à l'insécurité. Merci donc à chers invités. Nous étions en compagnie de M. Poné pour les Ombrés. Il est le secrétaire technique à éducation en situation d'urgence. Merci d'être venu. Merci, madame. Thierry Romba, administrateur de programme enfants et adolescents hors école UNICEF Burkina. Merci. Hector Ardan Ouedraogo, président de l'International des parents d'élèves au Burkina Faso. Merci de votre présence. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Merci à la technique, à la régie vidéo, Madame Sylvie Temtero, Lamine Leptedo. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce forum qui avait pour thème éducation au Sahel, quelle alternative aux menaces, c'est une coproduction des 3 médias réalisés, des 3 médias de la Fondation Hirondelle, à savoir le studio Kalangou, le studio Tamani et le studio Yafa, est réalisé ici au Burkina Faso. Merci et au revoir.